Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être présents pour cette webconférence qui va être dédiée à l'Arctic Circle Trail. C'est une piste donc mythique entre Kangerlussuaq et Sisimiut au Groenland. Et nous avons le plaisir de recevoir, alors pas sur ce plateau, mais il est à Nantes en duplex, Manu Poudlet, qui guidera donc notre prochaine édition qui aura lieu du 1er au 15 mars. Là, nous sommes dans la vitrine en fait de Secret Planet qui est dédiée depuis quelques semaines à l'Himalaya, donc avec un côté fête que vous ne voyez pas, mais avec des masques, une trompe népalaise, des masques du Khan tibétain. Et puis de ce côté-là, c'est le camp de base du Manaslu. Que dire d'autre? Nous sommes dans un environnement d'alpinisme et donc nous allons passer au polaire. Alors, deux mots. D'abord, notre brochure Secret Planet donc, est sortie. Voilà. Donc, pour ceux qui ne sont pas sur la liste d'envoi, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à contact@secretplanet.com et donc on vous l'enverra avec grand plaisir. Elle devrait partir d'ici quelques jours. La prochaine webconférence, c'est le 20 novembre et elle sera dédiée donc à nos ascensions dont les départs sont garantis pour l'Everest, le sommet de l'Everest et le sommet du Manaslu. Donc, ce sera en avril et mai 2020. Voilà. Et donc, la prochaine webconférence, ce sera avec David Ducoing, avec lequel je travaille sur ces deux expéditions. L'Everest étant guidé par Bernard Muller et le Manaslu par Paulo Grobel. Voilà. Et les deux groupes sont confirmés. Concernant cette webconférence, l'outil dont vous avez à votre droite deux possibilités, le chat qui vous permet de discuter en direct avec les autres participants donc à cette webconférence, et puis les questions sur lesquelles moi j'irai et je retournerai à la fin pour reprendre, faire une synthèse des questions qui ont été posées pendant la webconférence et auxquelles Manu et moi répondrons. Voilà, donc je laisse la parole à Manu. Merci encore d'être avec nous et à tout de suite. Bien, merci Eric. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, comme Eric vous l'a présenté, nous avons mis au catalogue donc cette expédition sur l'Arctic Circle Trail, qui est une randonnée sur la partie ouest du Groenland entre la ville de Kangerlussuaq et de Sisimiut. C'est une randonnée qui peut se faire soit en saison hivernale ou en saison estivale, et elle se fait majoritairement en saison estivale puisque la fréquentation du nombre de personnes sur cette randonnée et principalement en juillet et en août. Et donc, dans le cadre de nos expéditions polaires que nous organisons donc avec Secret Planet, nous avons mis en place une organisation pour pouvoir vivre cette expédition au travers de l'Arctic Circle Trail dans un environnement polaire, c'est-à-dire dans un environnement hivernal, pour pouvoir justement permettre à toutes et à tous de pouvoir vivre une expérience dans ce contexte-là, sans pour autant aller en Arctique, en Antarctique, au pôle Nord ou en pôle Sud. Cette traversée, plus ou moins, puisqu'on part d'une ville et on arrive sur la côte ouest, est vraiment une expédition qui est tout à fait accessible à toutes et à tous, moyennant évidemment bien sûr un peu de préparation physique, mais vraiment par rapport à une expédition dite extrême polaire, comme une grande traversée ou comme un dernier degré en Arctique ou en Antarctique, nécessite pas spécialement de grosses capacités physiques ni de préparation ou d'entraînement intense en amont de l'expédition. Donc voilà. Qu'est-ce qui fait que cette expédition est unique? C'est tout d'abord, avec Secret Planet et Eric Bounem, nous sommes les seuls à la proposer en hiver, c'est-à-dire que majoritairement, les expéditions de ce type se font au printemps, ou vraiment à la fin de l'hiver, c'était plutôt en avril ou en mai, puisque les conditions de luminosité et de froid sont un petit peu plus, je dirais, souples, tandis que nous avons voulu vraiment partager une expérience polaire à travers cette expédition, et nous la proposons dans la première quinzaine du mois de mars, du 1er au 15 mars. Et c'est ça qui fait que cette expédition et cette expérience est vraiment unique. Pour tous ceux ou celles qui ont toujours voulu toucher à l'expédition polaire, c'est vraiment une très belle opportunité. C'est une expédition aussi qui est finalement courte, elle s'étale sur une quinzaine de jours de porte à porte, si vous voulez. On va passer quand même une dizaine de jours sur le terrain,
Et donc, elle est assez accessible en timing à tous. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'on aurait tendance à croire que la diversité des paysages dans un milieu polaire est monotone, ce qui peut être le cas. Et au travers de l'Arctic Circle Trail, nous vous proposons une expédition polaire, mais avec vraiment un paysage unique, jonché de vallées, de montagnes, de passages dans des canyons, dans des fjords, beaucoup de temps à passer sur des lacs, donc sur des grandes étendues. Et donc, on a vraiment cette diversité de paysages qui faut que le Groenland ait quelque chose de très extraordinaire, de très beau à voir. Donc voilà, je ne sais pas si Thibaut, tu peux commencer tout doucement, là, si tu veux, voilà. Alors ici, une première image, ça ne paraît peut-être pas à l'écran, mais c'est tiré, si vous voulez, de la topographie de l'Arctic Circle Trail. Alors comme l'Arctic Circle Trail est majoritairement faite en été, il y a très peu d'informations concernant ce qui se passe en hiver. Donc, vous pouvez voir ici un petit peu la topographie du terrain. Alors, on pourrait croire que c'est très vallonné au vu des différentes variations de pics qu'il y a sur cette courbe. Il faut savoir qu'en termes de graphisme, les données d'altitude sont quand même assez bas. Donc, on a vraiment une variation tout à fait abordable pour toutes ceux et celles qui ne pratiquent pas l'alpinisme ou qui ne sont pas des grands sportifs. On a quand même un terrain qui est relativement homogène. Et il faut savoir que l'avantage de faire cette expédition en hiver, c'est que nous pouvons profiter d'un grand nombre de lacs gelés pour pouvoir court-circuiter un petit peu le tracé officiel estival, qui lui passe beaucoup plus dans les montagnes, dans les différents cols. Donc en hiver, ça nous permet justement de réduire un petit peu la distance totale. En été, on est aux alentours de 160 km, tandis qu'en hiver, on est aux alentours de 140 km. Et traverser ces grandes étendues nous permet justement d'avoir vraiment cette possibilité d'évoluer sur un terrain facile en ayant cette ambiance polaire comme si nous étions sur une banquise ou sur une calotte glaciaire. Alors la prochaine, voilà, alors pour vous donner un petit peu un aperçu, vous pouvez retrouver évidemment quelques informations sur Internet, mais donc on part de Kangerlussuaq qui est situé donc à droite de l'image à la pointe du Grand Lac qui est affiché pour rejoindre Sisimiut, qui est vraiment sur la côte ouest, qui est vraiment au bord de la mer, de l'océan, et qui est un village d'environ 6000 personnes, et qui est vraiment l'aboutissement de cette expédition. Et l'idée, évidemment, c'est d'y passer, en fonction du timing, 24-48 heures pour aussi visiter tout ce qu'il y a à voir culturellement d'un village groenlandais. Alors, le trajet, donc ça, c'est une vue aérienne du Groenland, hein, c'est pour vous donner vraiment une première sensation de l'atmosphère et de l'ambiance qu'on peut avoir au Groenland en hiver. Alors, donc évidemment, bien sûr, tout est gelé, tout est blanc. Le trajet, Eric vous l'expliquera peut-être, se fera donc de l'Europe à Copenhague et puis ensuite de Copenhague au Groenland. Et donc ici, nous survolons la côte est du Groenland parce que nous devons rejoindre Kangerlussuaq qui est évidemment plutôt sur la partie ouest du Groenland. Donc, cette première image vous donne vraiment un aperçu des conditions, je dirais, arctiques que peut nous offrir cette destination. Donc, je travaille pas seul, en tout cas sur le terrain, je suis seul à guider l'expédition, mais je travaille donc évidemment en association avec Secret Planet et Expedition Limited, et je fais partie aussi avec mon ami Dixie Dancercool, qui est aussi un guide IPGA. Nous travaillons ensemble sous le label de Polar Experience et nous sommes un prestataire de service, et on vous offre avec notre expertise, on vous offre la possibilité matérielle de réaliser cette expédition, puisque, hormis le vestimentaire, nous fournissons pendant l'expédition tout le matériel typique à ce genre d'expédition, que ce soit de la tente, du matelas, du sac de couchage, du réchaud, des poukas, des bâtons et d'autres équipements vraiment nécessaires. Donc, à travers Polar Experience, on vous fournira les moyens de réaliser et de réussir cette expédition, même si chez vous, vous n'avez pas l'impression d'être équipé pour ça.
qui est important de savoir, c'est que le fait de vous encadrer dans ce genre d'expédition, notre but, c'est principalement de vous rendre le plus autonome possible. Pour toutes ceux et celles qui seront intéressés et donc qui seront éventuellement inscrites et inscrits à cette expédition, nous aurons l'occasion de se rencontrer ou en tout cas de parler au téléphone dans les mois à venir. Et notre objectif, et mon objectif, c'est de vous préparer au maximum à cette expédition et de vous donner les clés pour qu'à la fin de l'expédition, vous puissiez ressentir, c'est vraiment cette autonomie et cette expérience qui a fait que vous avez touché vraiment du bout du doigt l'aventure polaire. Donc ça, c'est vraiment important. Je ne me considère pas dans le groupe comme celui qui doit tout faire, qui doit tout réaliser, préparer. Certes, j'ai une préparation en amont, mais ensemble, en groupe, nous allons vraiment être solidaires les uns les autres pour pouvoir réussir cette expédition comme une seule et même équipe et non pas simplement comme une équipe guidée par un guide de Polar Experience. Alors là, c'est pour vous donner une petite idée aussi de la préparation. Donc, normalement, on passe 24-48 heures au départ à Kangerlussuaq selon la météo et le timing. Et durant ce laps de temps, ben, ça va être un bon moment pour se préparer techniquement et matériellement. On va faire un check de l'équipement, vérifier qu'on a tout, que tout est OK, que tout fonctionne. On fera les derniers tests, les derniers essais de réchaud, on sélectionnera l'équipement qu'on peut prendre avec soi et on fera aussi un gros travail de préparation de nourriture. J'aurai évidemment en amont déjà pré-mâché le travail de sélection de la nourriture, mais ensemble, pendant ces 24-48 heures à Kangerlussuaq, nous allons répartir notre nourriture en fonction des binômes qui seront réalisés sur place. Et donc, vous serez vraiment déjà baigné dans cette ambiance de préparation d'expédition que tout aventurier ou tout explorateur fait avant une expédition. Donc voilà, c'est pour vous dire que tout se passe bien et que tout se passera bien. On peut voir en arrière-fond donc ma poulka. Donc ce seront des poulkas identiques à celles-là que vous aurez. Donc ce sont des poulkas de la marque Snow Sled. Ce sont des poulkas qui ont l'avantage d'être très légères, rustiques. Et donc il y a très peu de risques qu'on ait des problèmes avec ce genre d'équipement puisque c'est un morceau de plastique et qui est fait justement pour ce genre d'expédition. On vous fournira bien sûr cette poulka, on vous fournira le harnais, on vous fournira les cordes pour la tracter. Et donc, au travers de nos 24-48 premières heures, eh ben voilà, l'idée c'est de vous familiariser avec ce matériel, de s'entraîner un petit peu si on a le temps pour pouvoir être le plus opérationnel possible à partir du moment où on chaussera nos skis pour le jour du départ. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'on a décidé de partir pendant la première quinzaine du mois de mars pour donc deux raisons. La première, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est pour vraiment vivre des conditions, je dirais, polaires et de grand froid. Et la deuxième aussi, c'est les périodes où la luminosité est je trouve la plus belle. On sera déjà dans des périodes relativement lumineuses puisque on aura environ entre 10 à 12 heures de luminosité, de clarté pendant nos journées. Et il faut savoir qu'entre le premier jour de l'expédition et le dernier jour, nous aurons gagné environ 2 heures, 2h30 de luminosité, ce qui nous permet vraiment de profiter pleinement de ce milieu qui est extraordinaire. Et donc là, vous avez un aperçu du type de paysage. Donc, ce sont des collines, montagnes, pas vraiment à proprement dit, et vraiment des reliefs qui font que on a cette ambiance groenlandaise qui est vraiment présente. Donc voilà, il y a un mix entre ces collines, des plaines. Il faut savoir que en été, sur cette même Arctic Circle Trail, eh ben, la majorité des randonneurs marchent sur de la toundra, sur de la mousse, sur de l'herbe sèche, qu'on peut deviner un peu ici dans la photo. Donc on a vraiment une mixité de terrain qui fait que nous pouvons évoluer facilement au travers de notre parcours, tout en ayant vraiment tous les jours une nouveauté à découvrir dans le paysage.
Alors voilà, ça c'est un petit aperçu un petit peu de notre équipement. Donc on vous fournira bien sûr les tentes qui sont des tentes qui ont été dessinées, étudiées et réalisées spécialement pour les expéditions polaires. Ce sont des tentes qui résistent parfaitement aux conditions et conditions extrêmes et surtout aux conditions venteuses qu'on peut rencontrer dans ce genre de destination-là. Les skis, alors là les skis, ce sont des choses dont on vous donnera la possibilité de vous fournir auprès de certains de nos collaborateurs. Et donc cette image représente bien vraiment un camp monté pour la nuit, les uns à côté des autres en fonction du nombre de personnes qu'on sera, avec les poulkas et le matériel correspondant. Donc voilà ici, pour vous montrer un petit peu que tout n'est pas, rien n'est anodin dans la préparation et dans la réalisation d'une expédition polaire, que ça soit le matériel, la préparation, la communication, le déplacement. Préparer une expédition, c'est déjà à moitié la réaliser. Et une fois qu'on est en train de la réaliser, il est important de vraiment avoir une grande rigueur de travail. Et donc sur cette photo, vous pouvez voir que nous avons positionné nos poulkas, nos skis et nos tentes vraiment dans un ordre bien défini pour éviter que on ait une accumulation de neige autour de la tente, pour essayer de casser un petit peu la force du vent. Les skis sont tous dirigés, l'arrière des skis sont tous dirigés vers le soleil pour faire sécher les pots de phoque que nous avons sur les skis. Tout est sécurisé et ancré dans le sol. Toutes ces techniques-là, c'est mon rôle, notre rôle de vous les donner pour que vous puissiez être au plus vite autonome et que vous puissiez vraiment vivre cette aventure comme un vrai explorateur, un vrai aventurier. Alors, au travers du parcours de l'Arctic Circle Trail, on a la chance au Groenland d'avoir certains petits refuges, comme celui que vous voyez sur la photo. Alors, c'est vraiment un refuge, c'est 4 murs, un toit. Hein. On voit sur la photo ici une cheminée d'un poêle. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'arbre au Groenland, donc on ne peut pas faire de feu, feu. Et donc, ce sont des poêles qui sont utilisés par d'autres personnes, ce sont des poêles à mazout, dont on ne peut pas évidemment utiliser pendant nos expéditions. Mais il faut savoir que, essayer un petit peu sur l'Arctic Circle Trail et dans les alentours, quelques refuges comme celui-ci qu'on peut utiliser en cas de problème ou si un jour la journée a été longue, on doit faire des réparations, ça a été difficile ou quelqu'un ne se sent pas bien, on a la possibilité aussi de pouvoir les utiliser pour être un petit peu plus, je dirais, en confort, bien que à l'intérieur, il n'y a rien de plus que 4 murs et 4 murs et le toit. Alors là, voilà, vous pouvez voir, hein, donc la porte est grande ouverte, hein, donc il fera toujours aussi froid à l'intérieur que dedans, enfin à l'intérieur que à l'extérieur. Petit refuge, encore un exemple d'un petit refuge pour 2 personnes maximum, qui est sur la partie finale de l'Arctic Circle. Alors, voilà un petit peu le look qu'on a quand on fait ce genre d'expédition. Donc, vous voyez notre poulka avec notre matériel qui est à l'intérieur, notre tenue, nos bâtons. Alors, on voit pas bien sur la photo, mais tout cet équipement, on va le customiser vraiment pour qu'il soit le plus opérationnel et le plus efficace dans ces conditions-là. Alors, on voit pas bien sur la photo, mais mes bâtons sont customisés pour que je puisse passer mes gants facilement à l'intérieur. Mes skis, mes chaussures sont customisées pour éviter qu'ils me gèlent trop. J'ai mon harnais qui a été aussi modifié pour que la traction se fasse à certains endroits de mes hanches plutôt que d'autres. Le col en fourrure que vous pouvez voir partout dans les images d'aventuriers et qui est vraiment un symbole de l'expédition polaire, nous vous en fournirons une aussi pour l'expédition et vous vous rendrez compte de l'efficacité de ce genre de détail dans son utilisation, puisque en milieu grand froid, se maintenir au chaud est quelque chose d'assez compliqué. Donc voilà, encore un autre aperçu un peu des paysages. Donc on a vraiment un mélange de relief avec des grandes étendues vastes,
Faut savoir que l'Arctic Circle Trail est une donc randonnée officielle en été, et donc elle est balisée en été par des marquages au sol. Évidemment, en hiver, c'est impossible de suivre ce marquage puisque la neige recouvre tout. Bien sûr, le trajet est bien défini et nous avons les cartes qui correspondent. Mais parfois, il faut essayer de trouver son chemin pour trouver le meilleur passage ou le passage le plus sécuritaire quand on traverse des zones de lacs ou de rivières. L'arrivée à Sissimut, alors l'arrivée à Sissimut est un grand bonheur puisque par mon expérience de reconnaissance que j'ai fait l'année passée sur ce parcours, la dernière journée est la journée qui est le plus intense en termes d'effort puisque nous sommes obligés de gravir un dernier col pour descendre dans la vallée de Sissimut et rejoindre la baie dans laquelle se trouve le village. Et donc, une fois qu'on commence à apercevoir les premières maisons, on est vraiment très, très content. Et l'approche de Sissimut est très, très belle, surtout en plus qu'on arrive au travers des parcs des chenils, des mushers qui utilisent les chiens comme moyen de déplacement. Et c'est vrai qu'on est accueilli par les aboiements des chiens de traîneau, des chiens groenlandais, et tout ça, ça fait que voilà, il y a une ambiance particulière et il y a une émotion qui est vraiment importante à notre arrivée à Sissimut. Donc, je vous parlais tout à l'heure de ces grandes étendues. Donc, il y a énormément de lacs sur notre parcours et nous allons profiter de ces lacs justement pour pouvoir un peu court-circuiter le trajet officiel de l'Arctic Circle Trail, et donc ce qui nous permettra évidemment de progresser facilement et d'avoir vraiment cette ambiance de banquise ou de calotte glaciaire qu'on pourrait retrouver sur une expédition plus extrême ou plus polaire. L'arrivée à Sissimut est toujours un plaisir. En plus, l'Arctic Circle Trail se termine officiellement au plein milieu du village. On arrive vraiment sur un lac qui est au centre du village, à côté d'une école, à côté de la mairie, à côté d'une route assez fréquentée. Et donc, en fait, on devient un petit peu l'attraction des locaux une fois qu'on arrive, parce que en hiver, c'est vraiment très peu fréquent, voire rare, qu'il y ait des gens qui sont sur l'Arctic Circle Trail et qui rejoignent le Sissimut via cette randonnée-là. Et pour la petite anecdote, vous allez avoir tout à l'heure une petite vidéo qui a été faite par un contact à moi à Sissimut, et donc il l'a posté sur les réseaux sociaux alors que j'étais encore en train de faire l'expédition, et quand je suis arrivé 48 heures après, j'avais eu droit à un comité d'accueil, puisque pour eux c'est quelque chose, même s'ils sont des locaux et qui ont l'habitude de ce genre de terrain et de conditions, j'ai eu le droit à un petit comité d'accueil, parce que pour eux c'est quelque chose d'assez extraordinaire de voir des gens qui en plein hiver viennent dans ces régions-là pour vivre une aventure et une expédition de cette sorte. Donc voilà, encore une image qui vous donne un petit peu un exemple de l'ambiance et des paysages que vous allez retrouver. Sur l'Arctic Circle Trail, nous croisons très très peu de monde. C'est possible d'en croiser. Certains habitants de Kangerlussuaq ou Sissimut utilisent, si vous voulez, le trajet un peu officiel pour rejoindre de l'un à l'autre les villes en motoneige ou principalement en chien traîneau, mais vraiment la fréquentation sur l'Arctic Circle Trail en hiver est très très rare. Si on croise une ou deux personnes, c'est déjà extrêmement bien. Pour ma part, quand j'ai fait mon expédition, je n'ai croisé que ces deux personnes-ci qui étaient des athlètes américains et qui faisaient cette expédition pour tester du matériel. Je les ai croisés le premier jour et après nous ne nous sommes plus croisés du tout puisqu'ils étaient beaucoup plus rapides que moi, et donc nous avions quelques jours de décalage sur la randonnée. Donc voilà, donc c'est vraiment une expédition unique dans un cadre vraiment isolé, tout en ayant évidemment la sécurité d'être proche de deux villes plus ou moins importantes du Groenland. Donc voilà, normalement, je pense Thibaut devrait lancer donc une petite vidéo
pour terminer. Elle est lancée. Elle est lancée. Et bien voilà, donc en fait l'image n'est pas figée, hein, c'est bien moi, je suis le petit point noir que vous pouvez voir au milieu de l'écran, au milieu de cette étendue blanche. Donc ce sont des images de drone. Comme sur les photos, ça vous donne vraiment une image parfaite de ce que on rencontre quand on fait cette expédition. On est vraiment tout petit au milieu de ce paysage. Cette vidéo a été faite 48 heures avant d'arriver à Sisimiut et plus on se rapproche de Sisimiut, plus le paysage va s'ouvrir, les vallées vont s'ouvrir, les territoires vont être de plus en plus grands et donc ça nous permet vraiment d'avoir cette représentation de notre petitesse dans cette immensité groenlandaise. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que au travers de cette expédition et de toutes les expéditions que nous proposons avec Secret Planet et Polar Experience, j'insiste bien sur le fait que nous voulons vraiment vous donner toutes les clés pour pouvoir être le plus autonome possible et pouvoir faire de vous des aventuriers en vous transmettant toutes nos compétences théoriques et pratiques pour que vous puissiez vraiment vivre cette aventure et non pas la subir. L'objectif est de vous pousser au maximum à avancer et non pas de vous tirer, puisque nous sommes vraiment attachés à ce que vous ayez vraiment des émotions au travers les différentes expéditions que nous proposons. Pour ceux ou celles qui sont inquiets par rapport aux conditions et aux températures, bon, il faut savoir que pendant le mois de mars, en tout cas les premières quinzaines du mois de mars, j'avais les températures moyennes de -15, -20 degrés. Par chance, je n'ai pas eu de vent et de toute façon, la jonction Kangerlussuaq-Sisimiut est dans le sens du vent. Donc, s'il y a du vent durant cette expédition, nous aurons majoritairement le vent de dos, ce qui est beaucoup plus, je dirais, confortable que d'avoir du vent de face, bien sûr, surtout quand les températures sont froides. Donc, le refroidissement est moins, je dirais, agressif. Donc voilà. Mais tout ça, évidemment, nous vous aiderons à être au maximum confortable dans ces conditions-là, par le matériel et par les conseils qu'on va vous donner en amont d'expédition. Alors, on a eu beaucoup de questions, Manu. Donc, je les ai notées et je suis obligé de remettre mes lunettes, malheureusement. Bon, d'abord, sur le niveau physique et technique. Bon, quel niveau physique et quel niveau technique en ski, notamment quand on n'a pas fait de ski depuis 10 ans, est-ce un problème? Dans quel type de ski, déjà, on peut peut-être le rappeler? Alors, bien sûr. Donc, pour ce genre d'expédition-là, donc quand on est vraiment sur la progression en ski Puka, on est vraiment sur des skis, ce qu'on appelle en France des skis de randonnée nordique. Ce sont vraiment, pas des skis de randonnée alpin, c'est-à-dire que nous n'avons pas de chaussures alpines ni des skis en format alpin. Nous avons des skis de randonnée nordique avec des chaussures de randonnée nordique adaptées aux conditions polaires. Ce sont des skis donc qui sont quand même un peu plus larges que les skis de fond traditionnels, avec une fixation standard, donc à l'avant du pied, avec une fixation uniquement à l'avant du pied et un talon libre en permanence. Donc ça, c'est vraiment la première chose à savoir. Il n'y a aucune, à partir du moment où vous savez marcher, vous êtes capable de faire de la progression en ski de randonnée nordique. Ça demande quasiment pas de compétences particulières ni d'entraînement. Évidemment, on peut vous conseiller
deux, trois petites techniques pour être le plus efficace possible dans votre démarche. Mais ça ne demande vraiment pas de préparation. Pour tous ceux ou celles qui n'ont jamais fait ou très peu ou plus de ski alpin depuis très longtemps, ce n'est absolument pas un problème. On est vraiment plutôt dans une démarche de randonnée, donc de progression, je dirais, pédestre. En termes de durée, et de vitesse, c'est-à-dire… Alors, il faut savoir que, bon, pour une Pulka qui est chargée à poids, je dirais, tout à fait raisonnable, on est sur une moyenne de 2,5, 3 km/h, voire même un peu plus quand on a vraiment une efficacité de déplacement. Et cela aussi va être en fonction de la taille du groupe. Évidemment, plus un groupe est grand, plus il va mettre plus de temps à se déplacer. Plus un groupe est petit, plus il est assez efficace dans son déplacement. Donc, nous sommes, voilà, on est dans une moyenne de 3 km/h par jour. Et en termes de durée, ben, tout va dépendre évidemment de l'expédition en elle-même, puisque nous sommes autonomes dans notre logement. Donc, il y a des journées où on pourra peut-être faire une grande distance selon le terrain, et d'autres journées, on fera peut-être une distance un peu moins importante si les conditions météo ou autres problèmes surviennent. Quel est le poids de la Pulka? Tu parlais d'une… Elle est chargée à combien, là? Alors, ça va dépendre évidemment de deux choses. Il y a deux items sur lesquels on ne peut pas trop réduire le poids, ça va être la nourriture et le carburant. Mais en moyenne, sans avoir d'équipement en excès et en ayant la quantité de nourriture et de fuel bien calculée, on tournera, je pense, autour d'une Pulka, je dirais, de 25-30 kilos, peut-être un petit peu plus, puisqu'il y a du matériel un peu commun à se répartir, mais pas beaucoup plus, pas beaucoup plus. Il y a une question, là, on a quelqu'un qui fait la traversée du Groenland d'ouest en est, comme je n'ai pas le nom, je ne sais pas si c'est avec nous, mais j'espère. Oui. Et donc, comme tu l'as guidé l'année dernière, l'année d'avant, c'était Bernard. Bernard, lui, avait deux Pulkas, hein, deux petites Pulkas. Je crois que l'année dernière, tu en avais une. Hein, c'était une Pulka par participant. Hein. Oui. L'expédition est vraiment pas longue. Hein. Sur une dizaine de jours et sur la distance que nous parcourons, on n'est vraiment pas sur une quantité de matériel énorme. Donc, on va être de toute façon, notre matériel est assez, je dirais, étudié pour prendre le moins de place possible. La nourriture, elle sera vraiment conditionnée pour prendre le moins de place possible. Donc, normalement, une Pulka par personne est tout à fait raisonnable. Il n'y a pas de raison d'en avoir deux. Enfin, moi, je n'ai pas eu besoin de deux. Une suffisait et encore, j'avais beaucoup de place. Mais sur la traversée du Groenland, c'était une aussi. Alors non, sur la traversée du Groenland, si on utilise ce genre de Pulka, on est presque à 2 Pulkas. Pourquoi? Parce que le volume de ce genre de Pulka est petit. On a d'autres Pulkas qui sont beaucoup plus grandes, mais qui sont plutôt adaptées pour la progression en banquise. Donc, ce qui va prendre le plus de place dans une traversée du Groenland, ça va être la nourriture. On est quand même sur une expédition qui dure 3 fois plus longtemps, donc on a 3 fois plus de volume de nourriture et on a de l'équipement de sécurité qu'on va pas retrouver sur une expédition comme l'Arctic Circle Trail, notamment du cordage, des harnais, des broches à glace et ce genre de choses-là, et d'autres équipements, je dirais, plus techniques de communication et d'orientation. Alors, on reste sur le matériel. Tout ce qui est chaussures, c'est pas fourni. Hein. On peut les louer, bien sûr, mais ça, c'est un équipement qui est personnel. Et donc, on recommande d'avoir. Hein. De toute façon, on ne les fournit pas, en tout cas, au Groenland. Exactement. C'est-à-dire que nous, avec Polar Experience, on va fournir à tous les participants donc tout vraiment le matériel, je dirais, technique, autre que le vestimentaire. Et quand bien même sur le vestimentaire, nous pouvons vous conseiller sur tel ou tel choix si vous avez des doutes, sans pour autant non plus privilégier telle ou telle marque. Hein, ça, c'est absolument pas le but. Tout ce qui est donc ski, bâton et chaussures, nous ne les fournissons pas. Par contre, nous travaillons avec un loueur de chaussures qui nous loue des chaussures vraiment adaptées à ce genre d'expédition, dont le design a été réalisé justement par Dixie il y a quelques années pour justement ne pas rencontrer de problèmes de gelure et de pieds froids pour ce genre d'expédition-là. Mais voilà. Donc, ils sont alloués. Oui, ils sont alloués. Pour rester dans le matériel, il y a une question un peu
enfin, qui est importante sur les lunettes de vue. Bon, j'imagine que soit on a les lunettes de vue, soit on met un masque sur les lunettes de vue. Donc, quelle est la technique Alors, qu'on a besoin de je dirais il n'y a pas beaucoup plus de problématiques que lorsque vous allez au ski, si vous êtes habitué à aller au ski en saison de ski l'hiver chez nous. Si vous avez des lunettes de vue, soit vous arrivez à trouver un masque de ski qui puisse se mettre par-dessus vos lunettes de vue, mais c'est souvent inconfortable quand même. Soit vous avez la possibilité d'utiliser des lentilles. Alors non, vos lentilles ne gèleront pas sur vos yeux pendant une expédition, surtout si vous avez par-dessus déjà des lunettes, je dirais, solaires ou un masque solaire. La seule chose, c'est que si vous apportez avec vous des lentilles, il faudra mettre le produit à lentilles dans des petits conditionnements pour éviter qu'il ne gèle. Et quand bien même il gèle, ça vous permettra de le dégeler assez rapidement. Mais ce n'est pas une problématique complexe à régler pour ce genre d'expédition. Bon, pour compléter une question sur le sac, oui, effectivement, il faut un sac léger, il faut prendre le strict minimum, c'est toujours le cas en expédition. Il y a une liste d'équipements qui est fournie avec la fiche d'équipement. Donc, on vous y renvoie. Et évidemment, pour ceux qui souhaitent en savoir plus, vous aurez un entretien avec Manu, ça peut être avec moi, voire même avec Dixie, si Manu est parti en Antarctique, puisqu'il part d'ici un mois, je crois, pour 3 mois. Dans 15 jours. Tu pars dans 15 jours même, voilà. Donc, de toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour vous renseigner sur le matériel, mais je pense qu'on a dit l'essentiel. Sur la partie température, donc tu as parlé de moins 15, moins 20 degrés. Bon, c'est sûr que s'il y a l'effet vent, c'est plus désagréable, on va dire, mais globalement, bon, des températures, oui, polaires, quoi. Bon, pas trop froides, mais quand même, océaniques quand même, puisqu'on n'est pas très loin de l'océan. Exactement, donc on démarre sur vraiment, à Congarussac, on est quand même bien plus à l'intérieur des terres, et plus on va se rapprocher de Sisimiut, plus on va avoir un climat plus océanique, donc avec des précipitations qui sont peut-être plus importantes, donc une présence de neige au sol qui est peut-être plus importante à la fin de notre expédition par rapport au début de l'expédition. Et de toute façon, la gestion du froid est quelque chose qui ne doit pas faire peur aux gens. Sur des températures comme moins 15, moins 20, certes, ce sont des chiffres qui peuvent faire peur, mais ce sont des chiffres qui sont tout à fait gérables par plein de moyens différents, par votre équipement, par un comportement. Et c'est pour ça que on est là pour vous donner ces petits trucs et astuces pour justement ne pas subir le froid et donc subir votre expédition, mais pourtant pour faire avec et pouvoir vivre mieux l'expédition. Ouais. Alors, il y a une question sur la faune d'abord. Quelle faune on croise? Est-ce qu'il y a l'ours dans cette région du Groenland? Et de ce fait, derrière la question, c'est bon, je pense que la réponse est d'ailleurs non pour l'ours, enfin sans vouloir, mais bon, je vais te laisser répondre là-dessus car tu connais mieux la zone. Donc, comment est-ce qu'on se prémunit de ce type de risque s'il y en a? Et puis, globalement, plus généralement, quels sont les risques dans cette expédition de blessures, de casses, et comment est-ce qu'on est préparé? Donc, la faune et puis les risques. Alors, la faune et la flore. C'est à travers l'Arctic Circle Trail, je pense que on n'a pas énormément de rencontrer une flore, puisque le sol est couvert de glace et couvert de neige. Donc, à part quelques cailloux qui émergent du sol ou quelques pousses d'herbe qui émergent du sol, on n'a vraiment rien à cette période-là. Pour ceux ou celles qui sont vraiment intéressés par la faune par la flore du Groenland, c'est sûr que la saison estivale est plus adaptée. En termes de faune, au Groenland, dans la région de Kangerlussuaq, on a la possibilité, la possibilité d'observer soit quelques bœufs musqués ou soit quelques rennes, mais ça reste assez marginal sur l'Arctic Circle Trail. En termes d'oiseaux, on a quelques passages d'oiseaux marins, pas énormément puisqu'on est encore sur une période assez froide. Donc c'est sûr qu'au niveau faune, on n'a pas une activité débordante de ce côté-là. Ça c'est sûr. En termes des risques que cette expédition peut engendrer, c'est comme toute expédition en milieu polaire. Vous avez déjà le risque lié au froid, donc la problématique de gestion du froid avec la possibilité d'avoir
quelques petites engelures éventuellement ou une gestion de température corporelle difficile. On peut avoir toute une problématique liée à la randonnée, donc c'est-à-dire des ampoules qu'on peut avoir au pied. Donc tout ça, c'est tout à fait gérable et même anticipable, évidemment. Ce n'est pas une expédition sur un terrain, je dirais, accidentogène. On n'est pas en train de faire de l'alpinisme, on n'aura pas besoin de s'encorder, on n'aura pas besoin de mettre des crampons, on n'aura pas besoin d'utiliser un piolet. Il y a 1 ou 2 passages qui nécessitent de se déchausser, mais c'est simplement parce que la pente est trop raide pour pouvoir progresser en ski, en tractant une cas. Mais on n'est absolument pas sur une morphologie de terrain qui est accidentogène. On n'est jamais évidemment à l'abri d'un problème traumatique, mais bon, voilà, ça fait partie des risques. Ces risques, ils sont étudiés, ils sont calculés et ils sont anticipés. Et on a la chance justement, que ce soit au début de la randonnée ou à la fin, d'avoir 2 villages, petites villes importantes avec les secours de part et d'autre de l'Arctic Circle Trail. Donc, on est vite en contact avec la civilisation, avec un délai d'intervention des secours très, très rapide en cas de souci. Ouais. Donc, l'ours, finalement, comme j'avais un peu anticipé la réponse, tu n'as pas répondu, mais tu confirmes, il n'y a pas trop d'ours. Hein. Ben, c'est-à-dire que au Groenland, on a la présence de l'ours, mais dans ce territoire-ci très spécifique, on n'est quasiment pas... ce n'est pas un souci prioritaire. Ce n'est pas un souci prioritaire. À Kangerlussuaq et à Sisimiut, ça fait quelques années où ils n'ont pas observé d'ours, et quand bien même ils observeraient les ours, ce n'est pas souvent dans ce type de territoire où ils sont, mais on doit toujours avoir cette présence en tête. Mais depuis le temps que je passe au Groenland, je n'ai toujours pas vu d'ours ici, enfin dans cette zone-là. Là. Non, les ours sont quand même beaucoup plus présents dans le nord-est du Groenland, même si on en trouve un peu dans l'est. Bon, enfin, il y a des histoires qui circulent, mais ils sont principalement dans l'est du Groenland. Bon, donc pas de tour de garde et pas d'armes avec toi. Alors, pas de tour de garde, non, pas d'armes avec soi. Ça, c'est une décision qu'on doit prendre avec toi, avec Eric et avec Dixie, puisqu'il n'y a pas de législation bien définie là-dessus, il n'y a pas d'obligation de la part du gouvernement groenlandais d'être armé. Pour la traversée du Groenland, on est armé, puisqu'évidemment, nous, on se retrouve sur la côte est du Groenland. On doit définir ça et il faut que je vois les nouvelles directives du gouvernement cette année pour voir s'il y a des changements sur ça, ouais. Ok, bon, sinon il y avait des questions plus pratiques. Je regarde, j'ai fait le tour. Donc le départ, donc le 1er mars, donc du 1er au 15 mars, nous avons pour l'instant donc 2 participants inscrits. On part entre 4 et 6 personnes, donc c'est un tout petit groupe, ce qui en fait aussi la valeur et l'enjeu à la fois donc d'intimité, d'aventure humaine et de sécurité. Le prix est de 4 950 €. Alors, on posait la question hors vol international. Oui, mais c'est le vol entre chez vous et Copenhague. C'est-à-dire que nous prenons en charge la partie la plus onéreuse du vol, qui est entre Copenhague et Kangerlussuaq, puis après de Sisimiut à Kangerlussuaq et retour Copenhague. Donc, il faut compter, en plus des 4 950 € que vous inscriviez demain, quelque chose comme 200, 250 €. Voilà, au départ de chez vous. En termes de… pardon, je remets mes lunettes. Non, voilà, oui, est-ce qu'on est les seuls à le proposer? De ce qu'on sait, oui, on est les seuls à proposer cette expérience polaire, encore une fois, sur l'Arctic Circle Trail. Est-ce que tu confirmes, Manu? Au jour d'aujourd'hui, oui, je n'ai pas rencontré de collègues, je ne connais pas de collègues guides qui guident officiellement sur cette randonnée-là en hiver, tout à fait. Et voilà, je n'ai pas encore, comme on croit déjà personne, pas beaucoup de monde en hiver sur l'Arctic Circle Trail, c'est toujours difficile. Mais non, à ma connaissance, je ne connais pas d'autres gens qui le font en hiver. Ok, écoute, Manu, merci beaucoup. Il nous reste à vous remercier d'avoir été quand même présent, puisque vous êtes une trentaine là sur
sur mon panneau de contrôle. N'hésitez pas donc à nous contacter, moi évidemment, ou Manu. Vous aurez le numéro de téléphone qui devrait s'afficher bientôt, si on l'a. Sinon, je vous le redonne, 04 78 37 88 88. Mais vous nous trouvez aussi sur Internet. Et voilà, donc au plaisir de vous écouter sur ce projet. Évidemment, vous êtes les bienvenus. Manu, est-ce que tu as un mot à ajouter? Ben écoutez, oui, c'est pour dire, pour toutes ceux et celles qui sont vraiment intéressés par une expérience scolaire. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment accessible à tous et à toutes, sans de grandes prédispositions, sans grande préparation. Et à travers cette exposition, comme tu l'as dit, Eric, faut pas hésiter donc soit à contacter Eric ou à me contacter directement pour toutes ceux ou celles qui veulent avoir des explications ou des précisions plus importantes sur l'article Socofel. Et ça fait partie de l'expédition, c'est de se préparer avec vous en amont pour justement se retrouver le jour de départ les plus motivés et les plus prêts possibles à effectuer cette expérience. Et dernière question là qui vient d'arriver, qui est une question que je t'avais posée d'ailleurs, les aurores boréales. Alors oui, les aurores boréales. Alors c'est un phénomène naturel, donc je peux pas vous en garantir qu'il y en a. C'est pas moi qui décide s'il y a des aurores boréales ou pas. Alors déjà pour savoir et pour avoir une aurore boréale, il faut pouvoir avoir une période nocturne, c'est-à-dire une période de nuit. On a encore pendant la première quinzaine du mois de mars. Comme je vous l'ai dit au début, on a environ en moyenne 12 heures de clarté et un petit peu moins de nuit complète. Donc oui, on a les conditions pour avoir les aurores boréales. Après, est-ce que l'activité solaire sera intense pendant cette période-là? Est-ce que les nuages ne nous empêcheront pas de voir les aurores boréales? Je peux pas vous le confirmer. Donc c'est possible. J'en ai déjà vu à cette période-là. Merci à tous. Donc, à très bientôt. Sinon, le 20 novembre, Everest-Manaslu, donc nos deux expéditions. Et puis, Manu, bon voyage en Antarctique. Merci. Donc, on se retrouve sur cette expédition à ton retour début mars. Exactement, on fait ça, comme ça. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.